Amis Jedi, amis Seigneur Sith, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur une vidéo récapitulative de ce Star Wars 8. Alors j'avais dit que je ne ferais pas une critique avec spoiler, en fait je vais pas faire une critique à nouveau, j'en ai déjà fait une, j'ai dit que j'avais pas aimé ce film, mais en fait je vais revenir sur quelques points où là je vais parler plus librement, parce que je vais spoil, donc si vous n'avez pas vu le film, voilà, allez voir le film, parce que là je vais spoil comme un gros enculé, mais surtout parce que je vais vous offrir quelques théories que j'ai imaginées, que j'ai pensées par moi-même, hein, j'ai pas vu ça sur internet et tout, par rapport à certains personnages et par rapport à l'avenir de Star Wars 9, parce qu'il faut reconnaître que celui-ci, eh ben, il est pas mal handicapé, du fait qu'il va devoir répondre à des questions que normalement le 8 aurait dû répondre, et surtout parce qu'il nous manque un méchant charismatique. Mais bref, d'abord je vais commencer par revenir sur les quelques problèmes qu'il y a dans ce Star Wars 8, et on va commencer par le début, quand les vaisseaux bombardiers attaque le cuirassé du Premier Ordre. J'avais dit dans ma vidéo critique que ce n'était pas possible. À aucun moment, le Premier Ordre ne pouvait pas les voir arriver. Alors j'ai entendu dire qu'apparemment ceux-ci sont arrivés en vitesse lumière, donc voilà, au dernier moment, et du coup ont pu attaquer par, on va dire, un effet de surprise. Le souci, c'est que Poe détruit toutes les tourelles et fait comprendre au cuirassé et fait comprendre un petit peu à tout le Premier Ordre que ceci cache une attaque, on va dire cachée. Et aussi, il y a plein d'autres vaisseaux autour, enfin en tout cas proches du cuirassé. Pourquoi seuls les TIE Fighters du cuirassé attaquent? C'est ça le souci. Et surtout, ce qu'on sait, c'est que tous les vaisseaux peuvent attaquer à des distances de malade. On l'a vu pendant la chasse des rebelles, avec les vaisseaux, ils se faisaient tout le temps pilonner de très loin. Donc preuve que n'importe quel vaisseau pouvait soutenir le cuirassé. Sachant que chaque vaisseau ont leur propre escouade de TIE Fighter, ils auraient pu facilement annihiler les bombardiers. Surtout, ce qui me fait rire, c'est que tous les bombardiers se font détruire sauf un, et le dernier, ils sont incapables de le détruire, alors que les 6 autres se font détruire en quelques secondes. C'est pas possible. Il y a un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. D'accord que, on va dire, Poe ait réussi à pigeonner le général en chef, parce que celui-ci est trop orgueilleux, et voilà, je dis pas, même si c'est extrêmement grossier, mais baiser toute l'armée, non là ça fait trop. Non honnêtement c'est vraiment trop gros et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas dès les premières. Pourtant ça envoie du lourd visuellement, mais c'est trop gros. Et le pire c'est, comme je l'ai dit, cette scène ne sert juste à créer de la tension et à créer on va dire un background pour la future héroïne entre guillemets qui est Rose. Tout ça pour nous faire comprendre que voilà, sa sœur est morte et que du coup ça la touche, ça l'impacte pour qu'on soit attaché à elle. Ça ne fonctionne pas, j'en ai toujours rien à foutre de ta gueule, ta sœur est morte, j'en ai rien à battre, c'est comme ça. Vous imaginez le nombre de rebelles qui meurent, le nombre de rebelles qui perdent de la famille, tout ça, et on n'en a rien à foutre d'eux, mais elle, il faudrait qu'on s'y attache. Et en fait, elle sert juste en fait, à enfin comprendre les sentiments qu'il y a entre Finn et Rey. C'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas trop s'ils sont amoureux l'un de l'autre, ou s'ils se considèrent comme des frères et sœurs, ou comme des meilleurs amis. Et donc, peut-être que grâce à ça, on va savoir si Finn aime Rey ou préfère Rose. Et du coup, quand on voit la scène entre Poe et Rey, pour la première fois qu'ils se voient, le regard qui se lance, on pourrait se dire qu'ils vont tomber amoureux tous les deux. Ou alors, peut-être que le twist, mais là par contre, si c'est le cas, les gars, allez vous faire enculer, ils sont frères et sœurs. Mais là, par contre, gros fuck, hein, je vous le dis d'avance. Hein. Mais peut-être qu'ils vont utiliser cette histoire d'amour pour qu'en gros, Rey perd Poe. Donc Poe va mourir d'une certaine manière et Rey... voilà. Enfin, je sens un truc comme ça pue du cul, mais bon. Bref, on continue, les théories vont pas tarder à arriver, je commence léger, la théorie, mais je vous mettrai ça dans la description, je vous mettrai, si au cas où vous préférez voir la théorie. De toute façon, la théorie est écrite dans le titre de la vidéo pour vous me faire monter la tension. Je veux parler de cette fameuse scène où, donc, le Premier Ordre chasse les rebelles, et on suit cette histoire pendant 30-40 minutes à voir les vaisseaux, et les rebelles, en fait, avaient une idée, c'était de s'approcher le plus possible de cette lude, qui était une base avancée des rebelles, mais qui était abandonnée depuis le temps, et qui était apparemment imprenable, un petit peu comme le gouffre de Helm, et faire diversion, utiliser les derniers vaisseaux pour qu'ils se fassent détruire, et au dernier moment, envoyer les petits vaisseaux de débarquement pour les
pour pigeonner, on va dire, le Premier Ordre, sauf que grâce à Finn et Rose, qui avaient pour mission de chercher un hacker pour rentrer, voilà, bref, vous connaissez l'histoire, et qui se font pigeonner, là aussi c'était extrêmement prévisible. À cause d'eux, du coup, ben, les vaisseaux de débarquement se font détruire un à un, même s'il reste 2-3 survivants, ils ont perdu quand même énormément de rebelles à cause d'eux, c'est quand même bien leur faute, hein, ils sont responsables. Et derrière, donc la dernière, enfin, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est celle qui jouait dans Jurassic Park, là, a une idée, se suicider avec donc le dernier cuirassé pour protéger les derniers vaisseaux de débarquement et percuter les vaisseaux donc du Premier Ordre. Et là, on voit une scène magnifique avec une coupure de son et une explosion, et c'est magnifique. La scène est sublime, hein, ça, j'ai rien à lui reprocher. Par contre, ce qui m'énerve, c'est pourquoi vous n'en avez pas eu l'idée avant. Et surtout, il y avait une autre solution. Ils ont plus beaucoup de carburant. Pourquoi ne pas avoir utilisé la vitesse lumière pour s'approcher le plus rapidement possible donc de cette lune et de garder donc les 3 vaisseaux intacts pour, on va dire, servir de bouclier ou de diversion aux vaisseaux de débarquement qui iraient sur la lune. Ils auraient eu moins de pertes et derrière, ils pouvaient utiliser, on va dire, plus ou moins ce qui leur restait pour percuter les vaisseaux, ou au moins pour servir d'appât et de diversion. C'est con, mais il y a un moment, quand tu écris un scénario, tu écris toutes les possibilités, tu vois ce qui marche le mieux, tu prends toutes les catégories, les plus simples aux plus compliqués, et ce qui rend le mieux. Et là, ça rend largement mieux ce que je viens de dire, que l'idée de, on va attendre le plus longtemps possible, et au dernier moment, on envoie tous les vaisseaux de débarquement, sauf qu'on sait que, on sent que ça pue du cul, et que les autres, en plus, emmerdant, on trahit un petit peu les rebelles, et voilà. Maintenant, c'est par rapport donc à cette vitesse qui détruit tous les vaisseaux, il y a une chose qui marche pas, je trouve, en tout cas, je sais pas si scientifiquement c'est possible, donc la vitesse de la lumière, pour ceux qui connaissent pas, en tout cas, de ce que j'ai compris comment ça fonctionnait, ça veut dire qu'en gros, le vaisseau il est au point A, il va aller au point B, et il utilise la vitesse de la lumière pour atteindre le point B le plus rapidement aussi, et donc directement. Or, il faut savoir que c'est des trajectoires sur ligne droite, ils ne peuvent pas prendre des virages, hein, c'est sur une ligne droite. Cette vitesse est calculée par ordinateur pour voir s'il n'y a pas, par exemple, de débris, d'astéroïdes, et surtout de planètes et de vaisseaux. Une fois que c'est bon, et donc c'est calculé, vous empruntez cette vitesse, enfin la trajectoire, et vous passez en vitesse lumière. Le souci, c'est que le moindre objet qui ira sur votre route, vous allez la percuter, ce qui peut avoir des répercussions inimaginables, pour une simple et bonne raison, c'est que plus vous allez vite, plus l'impact, voilà. C'est pour ça que quand la meuf utilise la super vitesse pour foncer sur un vaisseau, qu'elle détruise un vaisseau, oui, mais qu'elle détruise les autres vaisseaux, je n'y crois pas trop. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'une fois qu'elle a percuté le premier, elle devrait se désintégrer, vu à la vitesse où elle va. Après, qu'elle endommage certains, dans le sens des débris endommage, je dis pas, mais là, elle en détruit, mais à des niveaux, t'as l'impression qu'elle les a tous percutés de la même manière. Et là, ça fonctionne pas. Enfin bon, c'est plus du chipotage, nous sommes d'accord, mais quand même. Ça y est, on attaque bientôt les théories, mais la dernière partie dont je voulais parler, c'est quand on voit Finn et donc Rose qui vont se faire exécuter par Captain Phasma et c'est donc tous les Stormtroopers. Donc on voit qu'il y en a plein, ce sont des milliers dans ce hangar, sauf que ce hangar va se faire attaquer, il y a une explosion qui fait que, dû au vaisseau de l'attaque suicide, qui fait que ça va exploser à l'intérieur, et on revoit Finn et Rose, donc un peu éparpillés, enfin ils sont séparés, mais bon, pas trop non plus, puisqu'ils étaient côte à côte, et on passe de milliers de Stormtroopers, donc on devrait voir au moins des milliers de cadavres, on n'en voit plus qu'un ou deux, je crois qu'il y en avait que 2, et Captain Phasma, qui était proche d'eux, qui se retrouve au fond du vaisseau, qui sort des flammes, avec 2-3 autres Stormtroopers pour les attaquer. Mais c'est quand même fou d'écrire aussi mal. C'est logique qu'elle a dû s'envoler peut-être loin d'eux, mais elle devrait pas arriver comme ça, genre ah ben attendez les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Ah merde, ça a explosé, ben on attaque. Non. Et pourquoi il y a que 2 canons? Mais non. Mais bon, du coup ça va pouvoir me permettre d'attaquer ma première théorie, véritable en tout cas. Captain Phasma n'est pas morte. Alors, bon, vous allez me dire, mais qu'elle soit morte ou non, on s'en fout vu le charisme qu'elle a. Alors, elle est très charismatique, son armure est super classe, mais malheureusement, ce qu'on voit d'elle dans l'épisode 7 et l'épisode 8, bah, qu'elle soit morte, c'est pas très grave. Mais
Pour moi, je pense qu'elle est pas morte. Ça nous fait tous penser à Dark Maul. Quand on le voit tomber dans le vide, pour nous, c'est qu'il est mort. Dark Sidious, c'est un peu la même chose, mais Dark Maul, en plus, fait couper en deux. Pour ceux qui ne savent pas, et c'est histoire de voilà, vous montrer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'univers étendu, sachez que Dark Maul n'est pas mort. Il ne mourrait pas à ce moment-là. Il va se battre à nouveau contre Obi-Wan Kenobi, tout ça, plus tard. Mais il ne meurt pas sur le moment. D'ailleurs, on va le voir avec des jambes d'acier. On va le voir en espèce d'arachné, enfin en mode araignée. On va le voir surtout dans un... Je sais plus quel dessin animé, je vous montrerai des extraits. Enfin, voilà. Et bien pour moi, Captain Phasma, elle ne meurt pas. Alors, il y a un plan qui me fait penser ça. C'est que quand... Ah, voilà, on voit son œil, puisque son casque a été pété, donc on peut voir son œil. Il y a 2 gros plans sur cet œil pour bien montrer toute la haine, toute la colère qu'elle a. Et je pense qu'en fait, toute cette haine va lui permettre de survivre et de pouvoir sortir un baroud d'honneur pour le 9e épisode. C'est ce que je lui souhaite, parce que je trouve que ce personnage, il mérite largement mieux. Mais bon, on est d'accord, puisqu'on va arriver sur la grosse théorie. On y arrive, oui, je suis comme ça, je suis un gros enculé. Mais d'abord, on va parler de Snoke. Snoke, comment il a pu mourir? Snoke qui est capable, à des milliers de kilomètres, enfin, en tout cas, non, enfin, à quelques centaines de kilomètres du vaisseau de son général, grâce à la force, arriver à lui éclater le nez sur le sol. Ça veut dire qu'il est extrêmement puissant, qu'il est peut-être plus puissant que Leia, parce que bon, Leia arrive à contrecarrer la mort dans l'espace, ce qui fait d'elle quand même le plus puissant Jedi que j'ai vu pour l'instant, mais avec Snoke a une maîtrise de la force qui est exceptionnelle, et il se fait avoir comme un bleu. Alors vous allez me dire, oui mais là parce que justement il est ultra puissant, et il lisait les pensées de Kylo Ren, et sûrement que Kylo Ren l'a vraiment bien pigeonné, et ça prouverait que Kylo Ren n'est pas si mauvais, et peut-être même plus puissant qu'on ne le pense. C'est cool, mais je suis désolé, Snoke quand même. On ne sait rien de lui, on le voit ultra badass, et il se fait découper en 2 comme une merde. Alors peut-être que vous me direz, c'est une théorie, une vraie théorie, que peut-être il n'est pas mort. Après tout, Dark Maul s'est fait couper en 2 aussi, et il n'est pas mort. Il est possible que on le revoie en vie, mais ça m'étonnerait beaucoup, quand même. Je serais vraiment très étonné. Donc je pense que Snoke est définitivement mort, mais ça fait le méchant principal et ultra charismatique en moins pour Star Wars 9, qui récupère un Kylo Ren adolescent complètement chiant et pas charismatique sans son casque, sachant qu'il l'a pété, et derrière le général en chef des armées qui est le second méchant. Et du coup, ma théorie, attention, c'est que donc le combat final de Star Wars 9, ça sera bien Kylo Ren versus Rey, et qu'en gros le général va planter un couteau dans le dos à Kylo Ren, ce qui va pousser Rey dans le côté obscur et à anéantir le Premier Ordre de façon dégueulasse, un petit peu comme Anakin quand il avait détruit le Temple Jedi. Je vois un truc comme ça. Maintenant, il y a aussi une autre théorie du fait est que le combat final ne serait pas contre Kylo Ren, mais peut-être Kylo Ren plus Rey contre un autre personnage, mais qui? Contre le général, c'est pas un Jedi. Et le seul qui pourrait être possible, donc ça serait Snoke, le retour. Mais bon, mais ça serait badass, parce que Snoke étant très puissant, il faudrait quand même 2 Jedi pour le vaincre. Ça peut être possible. C'est une possibilité hein, que oui, pourquoi pas. Est-ce qu'on attaque la théorie? Non! On va la garder pour la toute fin. Et du coup, juste dernier passage, donc la planète où les rebelles ont réussi, entre guillemets, à fuir avec succès, tombe sur cette base ultra blindée qui disent qu'en fait, il n'y a pas d'autre sortie. BB-8 confirme qu'il n'y a aucune sortie à part la porte principale. Alors comment se fait-il qu'on voit des mecs passer dans des sous-sols pour sortir à l'extérieur et se battre sur le front sans ouvrir la porte? Voilà. Vous imaginez qu'il y a des gens qui ont applaudi ce film et qui gueulent contre Star Wars 7. Même Durandal dit que Star Wars 7 est toujours une merde et que Star Wars 8 s'en sort un chouïa mieux, mais que ça reste très mauvais quand même. Non! Les gars, au niveau écriture, ce 8 est quand même une bouse du début jusqu'à la fin, comme cette romance entre Finn et Rose. Ce détail, c'est un détail,
Mais c'est quand même fou d'en arriver là. C'est que le mec, en lisant son texte, il s'est dit, bon, on a créé une base où il n'y a pas de sortie. Bon, à part une qui après sera créée plus tard, mais qui est bouchée par des... là aussi, tu te dis quand même, bah, comment il n'a pas vu ce couloir, BB8, il aurait dû. Mais après, on explique qu'il n'a pas vu cet ancien accès parce que c'était pas sur les cartes. Je dis pas, mais les sous-sols pour aller à l'extérieur, il a dû les voir. Et du coup, pourquoi il dit qu'il n'y a pas d'autre sortie? Enfin bon, voilà, c'est des détails, hein, c'est des détails. Hein, c'est comme ce mini canon de l'étoile noire, parce que Finn confirme bien que c'est une version miniature de l'étoile noire, enfin du canon principal de l'étoile noire. Donc tu te dis quand même qu'il va défoncer la porte, et au final tu vois un mini trou, enfin un mini trou façon de parler, et Finn reste à l'intérieur du tir de ce canon. Son véhicule tombe plus ou moins en ruine, mais lentement. Donc tu vois pas que c'est puissant. Et en plus, il s'en sort sans aucune séquelle. Et celle qui a des séquelles, c'est Rose. Hein? Mais lol! Bon bref. Bref, voilà. C'est pour terminer. Il est temps d'attaquer la vraie théorie. Ça est le pourquoi j'ai fait cette vidéo. J'ai attendu, il est temps. Luke Skywalker était bel et bien mort quand Rey l'a rencontré pour la première fois. Cette théorie est pour moi une des théories les plus compliquées, mais elle est super classe. Maintenant, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il allait mourir, mais il attendait quelque chose? Je vais vous expliquer pourquoi. Alors attention, elle va être assez longue, hein, je vais essayer de bien. Comme vous le savez, quand Palpatine parle pour la première fois d'Anakin, des pouvoirs, tout ça, il lui fait comprendre et il lui dit qu'il connaissait un ancien Seigneur Sith qui avait la capacité, le pouvoir, de contrecarrer la mort. C'est ce qu'il d'ailleurs propose à Anakin pour sauver Padmé. Plagueis était un seigneur noir des Sith, tellement puissant et tellement sage qu'il pouvait utiliser la force pour influer sur les midi-chloriens et pouvait créer la vie. En outre, sa connaissance du côté obscur était telle qu'il arrivait aussi à empêcher ceux dont l'existence lui importait de mourir. Et on se dit déjà, c'est vrai que quand on voit Leia, quand on voit Dark Sidious à la base, quand on voit Snoke, on se dit que c'est vrai que la Force, on imagine à peine à quel point on peut faire des choses avec. C'est vrai, on voit des trucs spectaculaires, mais on se dit qu'on peut aller au-delà. Et ce qui me fait confirmer ça, c'est plus tard, avec Obi-Wan Kenobi, quand il rencontre pour la première fois Luke. Donc on voit un Obi-Wan très vieux, tout ça, qui est à ce moment-là le dernier représentant des Jedi. Voilà, c'est vraiment le dernier, jusqu'à que Luke reprenne le flambeau, entre guillemets, mais pour ça, il faut que Obi-Wan lui transmette le savoir des Jedi. Et pour ça, il va le prendre, entre guillemets, comme élève, et il va essayer de lui inculquer certaines règles, tout ça, jusqu'à que Dark Vador arrive, et que Obi-Wan, pour la dernière fois, se batte et meurt. Sauf que quand vous regardez sa mort, vous voyez une disparition. Or, il faut savoir qu'on a déjà vu des Jedi mourir, et ils ne disparaissaient pas. C'est le premier qu'on voit à ce moment-là disparaître, littéralement, vraiment. Donc à ce moment-là, Luke perd son maître, entre guillemets, et derrière, donc, il va rencontrer Yoda, qui est, lui, cette fois, bel et bien le dernier représentant des Jedi, jusqu'à qu'il transmette, lui aussi, son savoir à Luke. Et comme il le dit, d'ailleurs, Yoda lui dit bien que ce que je vais te transmettre, c'est pour que tu sois le dernier représentant des Jedi, pour que toi-même, un jour, tu puisses transmettre. Et à ce moment-là, une fois que Yoda a bien formé, entre guillemets, lui a appris comment plus ou moins contrôler la force, lui a fait comprendre que le côté obscur peut à tout moment surgir, et que justement, le dernier Skywalker, un autre Skywalker est en vie, et que ce n'est autre que son père, il a terminé son devoir, et Yoda disparaît lui aussi. Et là, à ce moment-là, je m'étais déjà dit à l'époque, est-ce que Obi-Wan et Yoda étaient déjà morts, mais qu'ils étaient coincés parce qu'ils n'avaient pas encore transmis ni réalisé réellement leur destinée. Et c'était qu'une fois qu'ils ont transmis leur savoir, ils pouvaient partir. Et ça m'a... Enfin, en tout cas, cet épisode 8 confirme un petit peu ma théorie. Quand on rencontre Luke, il est sur cette île, et il dit lui-même qu'il est sur cette île pour y mourir. Quand Rey commence à un petit peu essayer de maîtriser la force, elle scanne Luke, sans le vouloir, et voit qu'il n'a plus rien en lui.
Il n'y a plus cette étincelle. Alors, est-ce qu'on peut y voir une mort physique ou une mort, une mort spirituelle? Alors, vous allez me dire, oui mais attends, il contrôlait plus trop la force, peut-être qu'il ne croyait plus en la force et c'est tout. C'est pour ça qu'il la maîtrise un peu moins bien. Pourtant, on voit qu'il la maîtrise plutôt bien. On est d'accord. C'est juste qu'il l'utilisait plus. Surtout que ce qu'on sait, c'est que même en tant que fantôme, Yoda, quand il est revenu en tant que fantôme dans cet épisode 8, il est capable d'invoquer un éclair pour foutre le feu à un arbre. Donc rien ne contredit le fait qu'il est totalement possible que Obi-Wan, Yoda et Luke étaient morts, mais qui sont physiquement présents. Et là, je trouve ça exceptionnel. Mais surtout, on va continuer, c'est que cette île est gardée par des personnes, un peu des gardiennes. Il le dit d'ailleurs, c'est les gardiennes de ce lieu, tout ça. Et les gardiennes d'un savoir qui n'est autre que les bouquins, en gros les règles, tout ça, des Jedi. Or, Yoda les détruit intentionnellement et dit lui-même que ces livres ne servent à rien. Et si les gardiennes ne gardaient pas les livres, mais que les gardiennes gardaient Luke, le dernier représentant des Jedi, qui a le savoir, le véritable savoir des Jedi, et qu'avant de mourir et donc de disparaître, lui aussi, comme on le voit à la fin, de transmettre une dernière fois son savoir. Alors vous allez me dire, mais pourtant il l'a déjà transmis à Kylo Ren et Obi-Wan aussi, alors pourquoi? Parce qu'ils ont échoué. Obi-Wan a échoué, et il l'a dit lui-même à plusieurs reprises, j'ai échoué à transmettre à Anakin. J'ai échoué à transmettre à Kylo Ren, c'est ce que dit Luke. Or, quand Obi-Wan transmet à Luke pour la première fois, il a réussi. Et de même pour Luke avec Rey, ils ont réussi à transmettre le véritable message d'être un Jedi. Et à ce moment-là, ils peuvent quitter la vie, ou le plan, en tout cas, réel, et donc s'envoler dans le paradis, ou ce que vous voulez, bref, on ne sait pas trop comment ça marche là-dessus, mais voilà. C'est pour ça qu'ils disparaissent à chaque fois, parce qu'ils étaient déjà morts, mais ils avaient une dernière chose, une dernière tâche, avant de disparaître. Et là, si vous regardez ça, si vous adhérez à cette théorie, ça reste une théorie, ben je trouve que ça rend le film, et ça rend les actes d'Obi-Wan, de Yoda et de Luke encore plus symboliques et encore plus magnifiques. Parce que c'est vrai que Luke, dans ce dernier film, il est charismatique, il est classe, mais il est sous-exploité. Mais étrangement, maintenant que vous avez entendu cette théorie, vous regardez Luke comme un personnage qui a contrecarré la mort pour arriver à donner une dernière fois le savoir des Jedi avant de disparaître. Et ça fait de ces Jedi, que ce soit Obi-Wan, Yoda ou Luke, des Jedi encore plus puissants que Snoke, Dark Sidious, qui eux n'ont pas vaincu la mort. Vous comprenez? Et là, moi, je trouve ça magnifique. Bien sûr, le film nous a pigeonné à plusieurs manières. Pour l'exemple, quand Luke va arriver pour se battre une dernière fois, beaucoup de gens étaient étonnés que Luke ne soit pas venu physiquement et qu'il utilise juste ses pouvoirs et qu'il meure. Et les gens se sont dit, mais genre en utilisant simplement ce pouvoir, il meurt. Justement, c'est là où ils n'ont pas compris. C'est pour ça que ma théorie prend encore plus son sens. Donc déjà, Luke ne peut pas quitter l'île, parce que son X-Wing, il est montré sur un plan, et dans un état, voilà, depuis des années dans l'eau, donc il ne peut plus fonctionner, et il n'a aucune pièce de rechange, il n'a pas de droïde pour réparer, donc voilà. Et la Force, même si elle permet de faire tomber un vaisseau, on l'a vu dans Star Wars, le pouvoir de la Force, de contrôler plus ou moins, on ne peut pas piloter, enfin, on ne peut pas donner de l'énergie à ce vaisseau grâce à la Force. Ça, c'est pas possible. On peut juste le bouger, ce genre de choses. Mais, peut-être aussi, on peut y voir le fait est que, malheureusement, il ne peut pas quitter cette île. C'est son sanctuaire, et tant qu'il n'a pas terminé sa tâche, il ne peut pas partir. D'une certaine manière, on peut l'avoir comme ça. Bon, bref. Surtout que aussi, vous allez me dire, mais il aurait pu partir avec Rey dans le Faucon Millenium. Oui, mais là, il n'était pas encore sûr. Il ne savait pas encore. C'est que plus tard qu'il comprend quand Yoda brûle les bouquins et qu'il se dit, enfin, qu'il comprenne en fait l'acte d'Obi-Wan à une certaine époque. Parce qu'Obi-Wan et Luke ont fait le même acte. Ils se sont sacrifiés entre guillemets. Parce que Luke, donc, il va envoyer son image spirituelle, et il va donner d'ailleurs les fameux dés à Leia. Et en fait, cette scène sert à nous duper, pour qu'on croie
qu'en fait Luke était bel et bien vivant, qu'il était là, sur place, physiquement. Or en fait c'était pas le cas, c'est pour éviter qu'en fait quand tous les tirs de vaisseau explosent Luke, quand il sort de la fumée qui fait... on se dise, ah ben oui mais non mais c'est un hologramme entre guillemets, c'est pas lui donc on s'en fout, on savait qu'il risquait rien. Non, il fallait qu'on croie que c'est lui réellement pour qu'on se dise mais attends, il est ultra badass, ultra puissant en fait, parce que c'est vrai que Luke on l'a jamais vu ultra puissant, il s'est battu 1 ou 2 fois, mais il a fallu l'aide de Dark Vador pour battre Dark Sidious, il n'a jamais été extrêmement puissant. Après dans l'univers étendu peut-être plus, mais dans ce qu'on voit dans les films il n'est pas ultra balèze. Et du coup on aurait pu imaginer ça, or... Voilà, après on sait que c'est pas lui réellement, et en plus derrière, quand Kylo Ren récupère les dés, ils disparaissent. Tout ceci était faux pour nous duper. Et du coup on en arrive à la fin où donc Luke disparaît. Et Rey dit cette phrase à Leia, elle dit « Mais quand il est parti, je l'ai senti serein, enfin en gros, libéré. » Parce qu'à ce moment-là, il avait accompli sa tâche, et il peut partir une bonne fois pour toutes. C'est pas le pouvoir qu'il a utilisé qui l'a tué. Il avait enfin accompli sa destinée. Voilà, il a accompli sa destinée. Du coup, il peut partir. Et là, mais quand on comprend ça... Enfin, après, encore une fois, quand on comprend cette théorie, mais quand tu réfléchis un peu, tu te dis que c'est magnifique. Et ça prend tout son sens, et ça change un petit peu la vision de la fin. C'est pour ça que moi, quand j'ai fait ma critique du film, j'ai dit que la fin était magnifique. Parce que c'est comme ça que je l'ai vu. J'ai vu juste un homme qui était déjà mort, qui n'en a pas forcément conscience, et comme son ancien maître Obi-Wan, parce que ça reste son maître aussi, même s'il y a eu le Yoda, mais son premier maître a fait le même acte que Luke à la fin. C'est que Obi-Wan a affronté son élève une dernière fois pour montrer au jeune Luke qu'il lui passe le flambeau, et que ce sera à lui d'affronter le démon, entre guillemets. Et bien là, c'est un peu la même symbolique, c'est que Luke, pour une dernière fois, se bat et montre à son élève aussi que, comme il le dit, il le hantera, entre guillemets, il sera toujours derrière lui, parce qu'il a échoué, mais il veut pas l'abandonner, et que ça sera aux rebelles, mais aussi à la jeune Rey, de devoir accomplir ce qu'il n'a pas réussi à faire, donc battre les démons, entre guillemets, qu'il y a à l'intérieur donc de ce jeune Kylo Ren. Voilà pour ma théorie sur Luke Skywalker. Elle peut être fumante, vous pouvez voir des défauts, mais voilà, il faut prendre tout Star Wars pour comprendre ma théorie. J'espère avoir été assez clair, mais moi je la trouve exceptionnelle, je la trouve assez magique et je l'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'espère que c'est vrai en fait. Je l'espère. Maintenant, ça ne veut pas dire que, en gros, Obi-Wan, Yoda et Luke Skywalker n'étaient pas vivants. Ils pouvaient très bien être vivants, mais qu'en gros, une fois qu'ils avaient réussi l'exploit de partager une dernière fois leur savoir et faire leur dernière tâche, ils mourraient. En gros, voilà, il fallait quand même qu'ils... C'est possible aussi, mais je trouve que le fait est qu'ils soient déjà morts est encore plus fort parce qu'ils ont contrecarré la mort pour un dernier acte. Et ça rend les Jedi encore plus exceptionnels. Enfin, surtout ces trois-là. Après, tous les Jedi n'ont pas atteint ce niveau-là, mais je veux dire, on parle quand même d'Obi-Wan, on parle de Yoda et on parle de Luke. Des Jedi qui sont énormément aimés de la saga. Et là, ça les rend mais à un niveau encore plus exceptionnel, au niveau de Dieu. Voilà, c'est ça le point le plus fort. Donc voilà, maintenant, pour Star Wars 9, j'attends surtout, moi j'aimerais clairement que Rey soit l'élu, et qu'elle fasse du côté obscur et du côté lumineux un tout, et qu'elle fasse comprendre que les deux, ensemble, peuvent marcher, et que, voilà. Parce que pour moi, le Premier Ordre, l'Empire, les rebelles, tout ça, ne sont pas tous mauvais. C'est juste qu'ils ont une vision des choses, comme beaucoup de gens. Ce qui m'énerve dans ce film, surtout, enfin dans ces films, c'est il y a le bien et le mal. Non, il y a un tout. Et c'est ça qui, pour moi, serait le grand moment de ce Star Wars 9, que un de ces Jedi comprenne la puissance des deux réunis. Et là, ça rendrait le truc exceptionnel. Enfin bon, ben maintenant, croisons les doigts pour que ce Star Wars 9 soit un peu de meilleure qualité, mais ça ne pourra jamais faire oublier qu'à quel point cet épisode 8 est extrêmement bancal scénaristiquement.
Il a tenté des choses, il a eu des couilles avec ses décors, ses dépaysements, ses nouvelles créatures, tout ça, mais scénaristiquement, il est vraiment mauvais. Comparé au 7, je suis désolé, mais regardez le 7, au moins il est constant. Il peut être mauvais comme pas possible, je suis d'accord, mais il est constant. Là, au niveau de la constance, c'est... Hein, moi, ce que je souligne, c'est la réalisation et c'est magnifique, c'est tout. Même si je sais qu'il y en a qui disent qu'au niveau de la réalisation, c'est là aussi, c'est un petit peu désordonné, c'est trop rapide, c'est trop épileptique. Moi, je trouve pas, mais voilà. Du coup, ben, voilà ce qui conclut cette petite vidéo théorique. Je sais que j'ai mis un peu de temps avant d'enclencher la vraie théorie, c'est pour ça que, par respect, je sais qu'il y en a qui veulent pas forcément s'intéresser à toute la vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description et je mettrai la timeline pour vous dire à quel moment je parle, donc de la plus grosse des théories que j'ai. Et je trouve que, pour conclure cette vidéo, il y avait pas, enfin, c'était la meilleure. Et voilà. Et bien du coup, n'hésitez pas en commentaire à me dire vos théories ou ce que vous en pensez de la mienne ou ce genre de choses. Peut-être que vous avez pensé exactement pareil. Hein. Attention, je suis pas en train de dire c'est moi qui l'ai inventé. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est celle que j'ai trouvée. Voilà, par hasard. Et je me suis dit putain, mais c'est génial quand on y repense. Mais c'est même si ça fait déjà plusieurs années que j'y pense. Mais là, j'ai un peu ma certitude que... Voilà. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous retrouve donc pour toujours plus de vidéos en cette fin d'année. En attendant, que le côté obscur soit avec vous. Allez, ciao ciao.